Alors maintenant, nous accueillons sur scène Thibaut Mercier. Thibaut Mercier a 34 ans, il est avocat au barreau de Paris, il est cofondateur du Cercle Droit et Liberté. C'est une association qui vise à lutter contre le conformisme dans l'université et il y a beaucoup à faire, comme dans le monde juridique. Il est aussi auditeur évidemment de l'Institut Iliade, promotion Ernst Junger. Il vient de publier dans la collection Iliade chez Pierre-Guillaume Deroux, Athéna à la borne, discriminer ou disparaître. Je vous demande d'applaudir Thibaut Mercier. Pour ses prises de parole et ses livres courageux dans un monde qui est peu investi, celui du droit. Et c'est tout à son honneur de le faire. Aujourd'hui, il va nous parler du droit des Européens à la frontière. La frontière est pour Thibaut Mercier ce qui permet de distinguer le moi de l'autre, qui permet de délimiter un dedans et un dehors, d'inclure et d'exclure, tout simplement de discriminer et donc d'exister. À vous la parole. Merci Romain. Bonjour à tous. Alors en 2016, l'ineffable Jean-Claude Juncker déclarait que les frontières étaient la pire chose jamais inventée par les politiques. Pour lui et pour les tenants de l'idéologie du no border, la frontière est donc l'obstacle à abattre. La frontière contredirait l'utopie d'un monde globalisant, un monde où les peuples seraient enjoints de se soumettre au principe de libre circulation des capitaux, des marchandises, mais aussi des individus. Un monde dans lequel aucun particularisme local, aucune loi ne pourrait venir limiter leur liberté d'aller et venir. Un monde où toute limite serait vue comme une insupportable atteinte à la liberté. Pour ces partisans de l'open society à la mode George Soros, la planète est lisse, sans aspérité, sans affrontement. Elle est rendue à son innocence première et le mal en aurait miraculeusement disparu. Pour eux, l'abolition de la frontière, c'est un progrès. La libre traversée, un droit de l'homme imprescriptible et toute limitation, une aberration d'un autre temps. Et pourtant, l'indécence de notre époque ne provient pas d'un excès, mais bien d'un déficit de frontières. S'il n'y a plus de limite à, c'est qu'il n'y a plus de limite entre. Plus de limite entre les affaires publiques et les intérêts privés, entre l'État et les lobbies. Plus de différence entre un homme et une femme. Plus de discrimination entre le citoyen enraciné d'une nation et l'individu universel. Plus de limite entre le bien et le mal, plus de distinction entre le dedans et le dehors. Les conséquences de ce transfrontiérisme béat sont nombreuses. On peut notamment citer le communautarisme, l'insécurité, la guerre de tous contre tous, la dissolution et l'uniformisation des cultures. Alors l'illusion mondialiste soutient que les frontières sont contraignantes et inutiles. Au contraire, nous allons tenter de montrer qu'elles sont un indispensable outil de distinction qui permet aux cultures et aux civilisations de s'épanouir davantage en paix. Alors qu'est-ce que la frontière ? Juridiquement, il s'agit de la ligne exacte de rencontre des espaces où s'exercent respectivement les pouvoirs et les droits souverains. Cette frontière indique donc la séparation entre deux territoires, entre deux souverainetés, entre deux pouvoirs. C'est donc le révélateur de la différence. La frontière distingue le dedans et le dehors, et elle équilibre le différent et le semblable. Elle marque encore l'altérité, qu'elle soit psychologique, ethnique, religieuse ou encore civilisationnelle. La frontière, c'est donc bien plus qu'un outil de séparation, c'est un outil de distinction. Quand la frontière disparaît, elle est partout. Elle qui devait n'être plus nulle part se rencontre à chaque porte, à chaque sortie d'autoroute, à chaque aéroport, à tout moment, entre tous. Ces mots d'Hervé Juvin nous montrent bien que les frontières n'ont jamais disparu, sauf peut-être dans l'univers mental des Occidentaux. Et oui, comment ne pas voir dans une Europe qui s'est donnée pour objectif la suppression de toute frontière, qu'on assiste paradoxalement à la création exponentielle de nouvelles frontières intérieures et plus insidieuses. Communautarisme, contrôle de sécurité à l'entrée des centres commerciaux, blocs de béton autour des marchés de Noël, enceinte au pied de la Tour Eiffel, voilà autant de réponses débridées à la nécessaire protection des individus dans des États occidentaux qui ont oublié qu'une de leurs fonctions régaliennes était d'assurer la sécurité et la paix sur leur territoire. Que penser encore de ces frontières invisibles que dressent certains citadins pour se préserver tant des populations immigrées que de ce qu'ils appellent la France d'en bas ? Ces soi-disant élites mondialisées pratiquent l'évitement résidentiel et scolaire et s'adonnent à l'entre-soi. Tout ceci en contradiction flagrante avec les valeurs de vivre ensemble, de libre-échange, de diversité culturelle et de mixité sociale qu'elles prônent sans cesse.
Partout, le besoin de frontières se fait donc ressentir et leur suppression a entraîné incertitude, insécurité et violence. Et finalement, ce sans-frontiérisme bontain n'est possible que pour ceux qui ont les moyens financiers d'assurer eux-mêmes leur sécurité, ou encore pour les voyageurs d'affaires qui ne sortent pas de leurs hôtels 5 étoiles ou de leurs marinas sécurisés. Le village global qu'on nous a promis n'est qu'une chimère. Et chacun de nous peut arpenter les capitales occidentales pour vérifier que nous vivons dans une mégalopole planétaire, froide et impersonnelle. Une mégalopole où chaque voisin est un étranger et où nous sommes tous suspects et tous sommés d'obéir au droit et à l'État Big Brother. Donc les frontières existent, que nous voulions ou non. Alors où les voulons-nous? Partout à l'intérieur du pays? En permanence autour de nous? Non, nous les voulons à l'extérieur, aux confins de notre civilisation. Sérieusement, monseigneur, le roi devrait un peu songer à faire son précaré. Ces mots restés célèbres du marquis de Vauban restent d'une actualité brûlante à une époque où l'Union européenne se trouve incapable de définir et de garder ses frontières extérieures. Alors rappelons que sous Louis XIV, c'est Vauban qui a renforcé les frontières extérieures de l'Hexagone, en marquant ainsi la fin des villes fortifiées à l'intérieur du royaume. Le renforcement des frontières extérieures de la France a donc permis la pacification interne du territoire. Voilà qui devrait inspirer les élites bruxelloises. La frontière est donc un outil de paix intérieure, mais nous allons le voir, c'est aussi un outil de paix avec l'extérieur. Cette fois-ci, tournons-nous vers la Grèce antique. À cette époque, pour légiférer sur les terres de la cité, les hommes se plaçaient sous l'égide de Zeus, protecteur des limites. Et de cette manière, ils posaient les bornes qui séparent les paysans sur un même sol et qui séparent étrangers et citoyens sous une même juridiction. Par la frontière donc, l'ancien ennemi devenait un allié et l'étranger un voisin. Fixer une frontière alors, c'est permettre la paix entre deux entités. Et sans cette frontière, au contraire, ces deux entités seraient amenées à se confondre, ou pire, l'une serait amenée à prendre le dessus sur l'autre. Si l'Europe souhaite survivre, elle doit alors nécessairement se poser la question de la défense de ses frontières. Les peuples européens, eux, ont les idées claires sur la question. 72% des Français, 66% des Allemands, 60% des Italiens sont favorables à la suppression des accords Schengen et au rétablissement des contrôles aux frontières. Pourtant, l'Union européenne n'a consacré en 2018 que 320 millions d'euros pour surveiller ces 14 000 kilomètres de frontières. 320 millions d'euros, c'est un chiffre qui fait quand même bien pâle figure comparé aux 13 milliards de dollars qu'ont dépensé les États-Unis en 2015 pour cette même mission. Malheureusement, l'Union européenne peine à avoir une vision commune. Et oui, comment défendre notre précaré aux côtés de l'Italie ou de la Hongrie, alors même que l'Espagne, la France ou l'Allemagne ouvrent les vannes? L'Union européenne est empêtrée dans ses contradictions droits de l'homiste et elle préfère fermer les yeux devant la question migratoire. Elle se retrouve alors à sous-traiter la basse besogne de garde-frontière à la Turquie qui n'hésite pas à saisir l'occasion pour nous faire chanter en retour. Alors Erdogan a exigé des Européens une libre circulation pour ses citoyens ainsi qu'une assistance financière à hauteur de 6 milliards d'euros en vertu d'un pacte migratoire signé le 17 mars 2016. Plutôt que de céder à ce chantage à la mauvaise conscience, demandons-nous à qui profite le crime. Le trafic de migrants a rapporté près de 6 milliards d'euros en 2016. Et pour atteindre l'Europe, un Afghan peut dépenser jusqu'à 12 000 euros. On est bien loin de la figure du réfugié économique sans le sou que voudraient nous vendre les médias et que certains patrons achètent d'ailleurs sans vergogne, bien contents de trouver de la main-d'œuvre docile à exploiter. Quelles sont les solutions pratiques pour faire cesser ces trafics? On va prendre l'exemple classique de l'Australie, mais qu'il est toujours bon de rappeler. Depuis 2013 et leur opération Frontières souveraines, les bateaux de clandestins sont systématiquement repoussés en dehors des eaux australiennes et les demandeurs d'asile sont placés dans des centres situés à l'extérieur du territoire, le temps que leur demande soit instruite dans les règles. Et le dispositif, lui, il s'appuie sur les moyens de l'armée et de la marine australienne. L'armée est alors chargée de sa mission la plus élémentaire, la protection des frontières du territoire. L'Europe, elle, laisse aux clandestins l'espoir d'être recueillis en mer et constate des milliers de décès dus à une traversée dangereuse sur les embarcations des passeurs. L'Australie, de son côté, met en avant le résultat de sa fermeté. Aucun migrant clandestin tentant d'approcher ses côtes n'a péri en 2014 et 2015. Alors bien sûr, les ONG dénoncent cette politique qui serait contraire à la Convention des Nations Unies sur le statut de réfugié de 1951. L'Australie reste droit dans ses bottes et rétorque que le contexte migratoire actuel n'a plus rien à voir avec celui des années 50.
C'est vrai que 1000 ou 2000 réfugiés posent peut-être une question de droit et de principe, mais 1 ou 2 millions posent une question de survie. La Convention de Genève a été signée à une époque où les circonstances étaient bien différentes. Il s'agirait peut-être de la dénoncer. Et d'ailleurs, je rappellerai que le droit d'asile est un devoir d'hospitalité qui est par définition temporaire. Ce n'est pas un droit imprescriptible de séjour définitif reconnu à tout individu. Et dans la même lignée, il faut évidemment dénoncer le pacte de Marrakech, qui participe à la véritable création d'un droit coutumier de l'immigration et qui fait de l'homme un nomade, un outil que l'on déplace d'un pays à un autre pour répondre aux besoins du marché. Alors on nous dit que ce pacte n'est pas juridiquement contraignant. Pourtant, c'est bien mal connaître le processus de prise de décision des différentes cours internationales des droits de l'homme à travers le monde, qui, elles, n'hésitent pas à puiser la doctrine de leurs décisions dans ce type de texte. Protéger nos frontières physiques est donc primordial, mais il ne faut pas nous accuser de vouloir fermer le continent à tout échange ou à toute immigration. Une frontière, ce n'est pas un mur étanche qui interdit tout passage, c'est un pont qui filtre le nécessaire du superflu. Alors permettez-moi maintenant un petit aparté économique. Lionel Rondouin vous parlera plus en détail de la nécessaire protection économique de nos frontières. Mais je voulais insister sur ce point. En début d'intervention, j'ai indiqué que la frontière marque la limite entre l'exercice de 2 droits souverains. Alors on est dans une époque où toute idée de guerre conventionnelle entre nations occidentales a été écartée, et pourtant nos frontières, et donc notre souveraineté, sont maintenant soumises à de nouvelles rivalités. Et on voit bien que certains États n'ont pas abandonné leur volonté de puissance et qu'ils ont transféré leur velléité vers la sphère économique. Comme l'a montré le philosophe Julien Freund, il faut considérer comme sans fondement toutes les doctrines qui voient dans l'âge économique le successeur pacifique de l'âge militaire. La politique pénètre désormais d'inimitié l'économie, la science, la morale et la technique, aussi bien que les armées. Selon Freud, il est donc naïf de croire que le progrès de la civilisation pourrait mettre fin à toute violence. Et on ne peut que lui donner raison quand on remarque l'extension de ce marché de l'obéissance mondialisée dirigé par les États-Unis. C'est ça qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain. Nos entreprises sont en effet confrontées à une pratique inédite des autorités américaines qui impose des amendes faramineuses sous couvert de lutte contre la corruption ou de non-respect d'embargo. On peut citer BNP Paribas, Total, Deutsche Bank, Volkswagen, Siemens. Depuis 2010, les entreprises européennes ont ainsi versé plusieurs dizaines de milliards de dollars aux autorités américaines à la suite d'enquêtes sur des violations de pratiques de marché qui avaient été imposées par les États-Unis. Et contrairement à ce que l'on pense, ce chantage économique ne s'appuie pas sur le droit, mais il s'appuie sur la puissance politique et économique de l'administration américaine. Où sont les nations européennes pour défendre leurs intérêts ? Pour prendre un exemple récent, on peut quand même s'interroger sur le peu de soutien politique et médiatique qu'a reçu Carlos Ghosn à la suite de son arrestation au Japon. Pourtant, il est crucial que l'Europe retrouve cette volonté de puissance politique et économique. Nous disparaîtrons si les élites européennes continuent dans ce pacifisme niais qui voudrait que nous n'ayons plus d'ennemis. Qu'un peuple n'ait plus la force ou la volonté de se maintenir dans la sphère du politique, ce n'est pas la fin du politique dans le monde, c'est seulement la fin d'un peuple faible. Carl Schmitt. En ce début de siècle, qui d'entre nous emporte encore avec lui un guide linguistique quand il part à l'étranger ? On nous dit « à Rome fait comme les Romains ». Mais pourquoi, quand à une époque où le tourisme de masse permet à chacun d'être accueilli en anglais quand il voyage et que le GPS de son téléphone portable lui permet de se repérer sans même demander de l'aide aux locaux ? On assiste tous les jours à l'uniformisation des modes de vie, à la McDonaldisation des gastronomies locales, à la dissolution des langues nationales dans le globish. En bref, à l'effacement des particularismes locaux sous le rouleau compresseur de l'américanisation. À quoi bon aller voir ailleurs si le monde devient partout pareil ? Quand les peuples dits en développement sont menacés par l'impérialisme économique et démocratique américain, quand les peuples occidentaux se voient dénier le droit à leur continuité historique sous prétexte de leur politique esclavagiste et colonialiste passée, il devient alors plus que crucial d'œuvrer à préserver ces identités collectives. Nous devons résister aux troupes d'occupation mentale qui avancent sous couvert de liberté religieuse, de droits de l'homme ou encore de droit au développement économique. Et pour ne pas devenir des Américains comme les autres, suivons les conseils de Claude Lévi-Strauss. Selon lui, pour continuer à exister, les cultures doivent faire preuve d'une certaine imperméabilité. Et pour permettre la diversité de ces cultures, il faut en payer le prix et faire en sorte que chacune veille sur ses particularismes. Ainsi, nos frontières ne sont pas seulement physiques, elles sont également mentales, elles sont un symbole, un outil de notre unité,
de notre cohésion. Il est donc nécessaire de défendre ces frontières mentales contre les menaces culturelles que représente la mondialisation économique. C'est ainsi un véritable droit à l'identité des peuples qu'il s'agit d'édifier. Après les droits de l'homme et les droits de l'individu, c'est donc le droit des sociétés existantes qu'il faut définir. Chaque nation doit ainsi pouvoir promouvoir et défendre librement sa langue, ses mœurs, ses lois et bien sûr ses frontières. Plutôt que le droit de défaire et de déconstruire, ce sont les droits de demeurer et de transmettre qu'il faut sacraliser. Il existe des textes internationaux qui vont dans ce sens. Citons par exemple la Déclaration sur les droits des peuples autochtones adoptée en 2007 par les Nations Unies. Déclaration qui reconnaît le droit de tous les peuples d'être différents et qui prévoit par exemple que les peuples déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Cette déclaration prévoit encore que les autochtones ont le droit de ne pas subir d'assimilation forcée ou de destruction de leur culture. Maintenant, il est temps de traduire politiquement et juridiquement cette déclaration. La Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, doit comprendre qu'une nation peut légitimement apporter des limites à l'universalisme des droits de l'homme, notamment en pratiquant ce que Jean-Yves Le Gallou appelle la préférence de civilisation. Citons un exemple qui pourrait paraître anodin, c'est celui du maire de Florence qui a décidé d'interdire dans sa ville les kebabs et McDonald's pour préserver la beauté architecturale et pour privilégier la cuisine italienne. Bien comme ce maire, il est nécessaire de comprendre que la liberté économique n'est pas absolue et qu'elle doit se voir opposer les limites légitimes des peuples qui défendent leur identité. Alors nous le disions en introduction, notre époque ne connaît plus de limites. Égalitarisme, sans-frontiérisme, transhumanisme, voilà autant d'idéologies qui refusent la nécessité de cette limite. L'individu est désormais seul souverain pour décider des contraintes qui peuvent lui être imposées et rien ne peut venir brider ses libertés individuelles et l'empêcher de jouir sans entrave. Cet individu roi nous a menés vers la démesure, des mesures économiques, consuméristes ou encore militaires, des mesures qui viennent menacer nos modes de vie et même notre planète. Nous pensons notamment à cette recherche du profit à tout prix qui a entraîné des spéculations financières géantes et la mise en danger d'entreprises pérennes par des actionnaires qui ne voient plus de valeur que dans leur retour financier sur investissement. Nous pensons aussi à l'arraisonnement technique de notre planète par le culte de la croissance. Nous pensons encore à ce consumérisme débridé qui pousse au gaspillage criminel de nos richesses naturelles. C'est cela que Dominique Vénère appelait la métaphysique de l'illimité, l'une des caractéristiques de la pensée moderne qui nous pousse à tendre toujours vers le plus plutôt que vers le mieux. Avec Simone Veil, la philosophe évidemment, nous qualifions cette attitude de puérile. Les limites ne viennent pas brider la liberté d'un homme responsable. Au contraire, elles marquent l'exigence d'une norme idéale et supérieure qui permet d'agir raisonnablement et sans tomber dans la démesure. Les anciens, par exemple, n'avaient jamais eu le dessein d'asservir la nature. Ils s'étaient volontairement contenus dans ces limites dictées par cette mesure, se gardant bien de mettre leur environnement en péril. Alors les droits de l'homme ont permis l'émergence d'une conception négative de la liberté, c'est-à-dire la possibilité pour l'individu de faire sécession de la société. Il convient plutôt d'en adopter maintenant une conception positive qui implique la participation de cet individu à la vie en communauté sans en choisir uniquement les éléments qui lui conviennent. Le bien commun implique nécessairement des limites et des devoirs. Comme le disait Alexandre Solzhenitsyn en 1978, il est temps à l'Ouest de défendre non pas tant les droits de l'homme que ses devoirs. À nous, Européens, de retrouver notre sens du devoir et de défendre nos frontières, qu'elles soient physiques, culturelles ou encore mentales. Merci. Merci Thibaut Mercier.